Pourquoi l'image est comme ça là? Oh. Excusez-moi, je veux agrandir l'image, hein, mais je sais pas comment. L'histoire de TikTok là, vraiment, c'est énervant. Hein. Je ne pousse pas bien l'heure. Ah, ok, c'est bon, plein écran. Ok. Oh là là, j'aime beaucoup ce son. Dis-moi ces rythmes. Ça, c'est pour ceux qui me demandent. Le titre, c'est Adia. C'est du Ngwatan. C'est un rite traditionnel du Haut-Togo. Et ça, c'est l'un des meilleurs Ngwatan. Ça, c'est Ngwatan de Kabaga. C'est un endroit que j'ai beaucoup apprécié. Avec un lac magnifique aux eaux turquoises que j'ai eu l'occasion de découvrir lorsque je faisais le tour du Gabon pour filmer la faune, la flore, en drone, la nature et autres. Et j'ai découvert qu'à côté de ce lac qui se trouve perdu en plein dans les plateaux Batéké, hein, le lac de Kabaga, qui fait plus d'1 kilomètre de long, ouais, parce que j'avais mesuré avec le drone, il faisait 1 kilomètre de long, en large, il faisait à peu près, ouais, 500 mètres par là. Et puis tout au fond du lac, là où il prenait sa source, il y a un canyon. On connaît très souvent le canyon de l'Ekoni, mais il y a un autre canyon qui est le canyon de Kabaga. Je vous assure, c'est un endroit magnifique. Et donc c'est là-bas que j'avais eu l'occasion d'écouter pour la première fois ce chant, ce rythme, le Ngwatan, le Ngwatan de Kabaga, qui est l'un des meilleurs, mais vraiment. Bref, c'était la petite introduction pour vous dire bonjour à toutes et à tous. C'était la petite introduction pour vous dire que nous sommes tous Gabonais et que, quel que soit là où, comme on le dit entre parenthèses, votre placenta est enterré, euh, si vous avez l'amour de ce pays, vous vous sentez partout chez vous et vous appréciez euh, le, le, la totalité du territoire. Je pourrais comme ça vous parler d'autres sites, hein, dans le nord où j'ai apprécié par exemple la vue au niveau du mont Koum, ou depuis le mont Koum à, euh, euh, comment dire, oh, j'oublie le nom du village, vous pouvez apercevoir le village Awa plus loin, qui est l'un des plus grands villages du Gabon et autres. Bref, ce n'est pas, voilà, on a une enseignante depuis, voilà, attendez, il y a déjà un client là. Les modos, hein, tous ceux qui viennent pour insulter et distraire, s'il vous plaît, supprimez-les. Il y a déjà un user là du pouvoir qui est là. Comment on fait pour supprimer encore? Ah, vraiment, tellement je n'ai pas l'habitude de supprimer sur TikTok et que... comment on fait? Ah, les commentaires. Oh, comment? Ah non, c'est ici, ça c'est lancé. Ouais. Mais c'est bon, je peux jeter. Mhm. Attendez un instant, je veux juste supprimer, bloquer l'un des gardes du pouvoir qui est venu insulter. Voilà. Y a-t-il un modo là? Comment on fait encore pour bloquer? J'ai oublié, j'ai supprimé. Là. Comment faire pour supprimer quelqu'un? Règle les sourdines. Non. Attendez. Parce qu'ils vont être là, hein, nombreux, les trolls qui vont venir. Voilà, bloquer, activer, mettez en niais, etc. Voilà, activer, niais, là ils vont tirer. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est pour vous dire que le pays, c'est notre pays à tous.
que quel que soit le lieu, la province, c'est chez nous et nous devons nous sentir partout à l'aise. Aujourd'hui, j'ai découvert un slogan qui résume assez bien la situation. C'est le slogan des enseignants qui dit « Après rien, il n'y a rien ». Effectivement, lorsque vous n'avez rien du tout et que vous vous placez après rien, il n'y a plus rien. Vraiment, je tiens à féliciter les enseignants qui sont regroupés au sein de ce mouvement qui échappe en vérité à tout contrôle du pouvoir. Je tiens à féliciter ces enseignants qui ne se laissent pas faire, qui ont décidé d'être solidaires, qui ont décidé d'être braves face aux intimidations et face à la corruption. Tous les Gabonais ont vu les tentatives de corruption. Tous les Gabonais ont vu les tentatives d'intimidation. Jusqu'à ce pouvoir et même aller jusqu'à leur interdire d'aller tenir leur assemblée à Martinoulabou. Au lieu symbolique pour l'enseignement dans le Gabon. Au lieu symbolique parce que c'est le lieu qui a toujours accepté sans exception les rencontres et les discussions de ces enseignants du corps professoral, du corps de l'enseignement. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que malgré, vous voyez quand on vous le dit, malgré les belles paroles, les beaux discours, vous avez des gouvernants qui ne veulent pas de contestation, qui ne veulent rien entendre. Vous avez des gouvernants qui estiment que seul ce qu'ils décident doit être fait, doit vous être imposé. Vraiment, félicitations à vous. Félicitations à vous qui avez décidé que no school, no money. Félicitations, ou du moins no money, no school. Félicitations à vous qui avez décidé de rappeler à ceux qui sont à la tête de ce pays qu'ils ont dit qu'ils sont pays venus pour restaurer votre notre dignité, volée et perdue par eux lorsqu'ils étaient avec Ali Bongo, par eux lorsqu'ils étaient avec Omar Bongo, parce que ce sont les mêmes, ceux qui gouvernent aujourd'hui ne sont pas tombés d'une autre planète, ce sont les mêmes, à commencer par votre ministre de l'Éducation nationale qui est là depuis 8 ans, je crois. Donc c'est logiquement un phénomène qu'ils étaient censés résoudre. Parce que l'éducation nationale, les enseignants ne peuvent pas continuer à être le parent pauvre de ce pays. Les enseignants qui sont à la base de la nation, les enseignants qui sont ceux-là qui éduquent le peuple, les enseignants qui sont ceux-là qui... Parce qu'il faudrait bien que l'on comprenne. Qu'on soit militaire, on a besoin d'être enseigné. Voilà. Allez, allez. Voilà. Allez, un autre. Que l'on soit militaire, que l'on soit docteur, que l'on soit, je ne sais pas, ingénieur dans tout ce que vous voulez, le BTP, on a besoin d'être enseigné. L'enseignant ne peut pas continuer d'être le parent pauvre des politiques, des gouvernants, de tous ceux qui viennent au pouvoir depuis 20, 30 ans, 40 ans. Martinoulabou a laissé sa vie pour la cause des enseignants. Mais en réalité, est-ce que c'est la cause des enseignants? En réalité, c'est la cause du peuple. Parce qu'un peuple mal enseigné, un peuple mal éduqué, est un peuple voué à l'échec. Des enfants qui ne savent pas ce que c'est que l'amour de la nation. Des enfants qui évoluent dans la société à travers la tricherie, à travers le pistonnage, sont des assassins potentiels. Et c'est bien parce que les gouvernants l'ont compris. C'est bien parce qu'ils connaissent le niveau réel de notre éducation.
C'est bien parce qu'ils connaissent le niveau réel de nos médecins qu'ils ne prennent pas le risque d'envoyer nos enfants dans l'école publique et qu'ils détruisent depuis 20-30 ans. C'est bien parce qu'ils... 2 secondes. Sortez du bois, la famille. Voilà, tous les trolls du pouvoir, sortez. Je vais faire que vous bloquez à la suite comme ça. Donc c'est bien parce qu'ils connaissent l'état réel de nos structures sanitaires, de la santé, qu'ils ne prennent pas le risque d'aller se faire soigner dans nos hôpitaux. Donc ils ont conscience qu'ils détruisent la nation à travers l'éducation, à travers l'enseignement, à travers la santé. Ils savent qu'il faut 27 000 régularisations. Ils savent qu'il y a un manque d'effectifs. Mais plutôt que de traiter ces problèmes en priorité, ils vont d'abord se faire plaisir, acheter des avions à monsieur, madame, construire des châteaux par-ci, par-là, jeter des milliards par la fenêtre par des fondations dont on ne sait pas à quoi elles servent, ce qu'elles apportent pour le pays. Mais ce sont les mêmes qui vous demandent des efforts. Mais lorsqu'ils arrivent au pouvoir, jamais nous n'avons entendu, en tout cas moi je n'ai jamais entendu, si parmi vous il y en a qui ont entendu, jamais nous n'avons entendu que les ministres, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils sont en pré-salaire. Jamais nous n'avons entendu que le chef de l'État ou de la République, ou je ne sais trop quoi, c'est selon, a eu des arriérés de salaire, a eu un pré-salaire pendant toutes les années où il a été. Jamais nous n'avons entendu cela. Jamais nous n'avons entendu que les militaires au pouvoir ont des pré-salaires. Jamais nous n'entendons ce genre de choses. Alors pourquoi cet état de fait doit continuer dans notre pays? Pourquoi les enfants, les Gabonais doivent toujours continuer de s'exiler éducativement pour pouvoir espérer avoir un avenir? Moi-même, j'ai dû quitter le Gabon dans le milieu fin des années 90 à cause de ça, à cause des grèves à répétition. À cause des grèves à répétition, à n'en plus finir. Nous ne pouvons pas continuer comme ça éternellement, de génération en génération, à trouver des problèmes, à trouver ce même problème. Aujourd'hui, comme on dit dans la vie, je suis à la fleur de l'âge, à 46 ans. Mais lorsque j'avais 11 ans, en 6e, à Léomba, c'était les mêmes problèmes qu'il y avait. Lorsque j'étais à Léomba, nous avions, cette année-là, appris en semestre, tellement parce que nous avions perdu tout le premier trimestre à cause des mêmes revendications. Et vous aviez les pouvoirs de l'époque, avec une certaine aussi Paulette Missambou, pourtant, quelques années auparavant, était proviseur au lycée national Léomba. Nous avons ces politiques qui pointaient du doigt la responsabilité des enseignants en disant ce ne sont pas que la faute aux enseignants, ce ne sont pas des patriotes. Mais qui en réalité est patriote et qui ne l'est pas? Est-ce celui qui va continuer de prodiguer des enseignements matin et soir avec un salaire de misère qu'il n'a pas dans sa totalité? Ou est-ce celui qui a la possibilité de changer les choses et qui ne change pas ces choses parce que tout simplement, il s'amuse avec l'argent de l'État? Comment vous pouvez concevoir qu'un enseignant n'arrive pas à percevoir la totalité de son argent, à avoir sa fiche bleue, à avoir sur son bulletin de salaire effet de solde, mais que l'enfant du ministre, qui non seulement toute sa vie est passée de piston en piston, n'a jamais pratiqué, n'a jamais été dans la fonction publique au Gabon, lorsqu'il arrive, il a sa fiche bleue et son effet de solde. C'est jusqu'à quand que le peuple gabonais va l'accepter? Et la tactique toute trouvée à chaque fois de ce pouvoir, de ces hommes politiques qui se transmettent le mot de génération en génération, c'est de salir toujours les leaders. C'est de salir ceux-là qui viennent devant, qui viennent se sacrifier pour la masse. C'est de corrompre les plus faibles parmi eux.
les plus affamés, effectivement. Alors, je dis, j'étais vraiment content de voir l'assemblée qu'ils ont eue ce matin. J'étais content de voir que la base a dit stop, niet, ça suffit. Que vos manœuvres qui perdurent d'année en année, qui visent à venir nous dérouter, ne fonctionneront plus. Ou du moins, la manœuvre ne fonctionnera plus. Je voudrais adresser également un message à Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez tenté d'intimider les uns. Vous avez tenté de corrompre. Vous êtes allé jusqu'à les interdire d'avoir leur assemblée générale ce matin. Avez-vous vu que ça les a fait reculer? Avez-vous vu qu'ils ont pris peur et qu'ils ont, je ne sais pas, qu'ils ont décidé d'arrêter ce mouvement de grève? La famille, vous savez qu'ils sont là, ils sont en train de commencer à signaler. Tapotez sur Facebook, écrivez @followers, sur TikTok, prenez le cœur en haut et partagez dans les inbox. Je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de partage. Donc j'estime que la plus de 130, 140 personnes qui sont là pour le moment sur Facebook, sur TikTok, c'est que vous êtes des personnes engagées et que vous n'avez pas peur de partager. Donc je vous demanderai de partager. Partagez dans les inbox, Messenger, partagez sur vos profils. Parce qu'il faut comprendre que l'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas l'enjeu uniquement des enseignants. Et c'est là où beaucoup, par exemple, d'entre vous, vous faites fausse route. Arrêtez de regarder la situation des enseignants comme la situation des autres et non pas de vous. Je m'adresse là aussi à ceux qui sont dans le secteur de la santé et qui sont dans l'hésitation. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Aujourd'hui, le gouvernement a un pied à terre, a un pied au sol. Aujourd'hui, Oligui Nguema se rend compte que malgré les grosses armes qu'il a et les hélicoptères qu'il est en train de faire acheter par ses amis, son riche homme d'affaires milliardaire burkinabé, malgré tout ça, il se rend compte qu'il ne peut pas arrêter 27 000 enseignants. Il se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de prisons pour mettre en cellule au baie de 27 000 enseignants. Et vous, les enseignants, vous êtes en train de le comprendre. Vous, les membres de la santé, qui travaillez dans des conditions exécrables, vous qui vous faites taper tous les jours par les usagers, parce que lorsqu'on arrive, vous êtes obligés de nous demander de payer nous-mêmes nos ordonnances pour vous faire traiter, pour se faire traiter, même en urgence. Vous qui voyez comment Oligui, malgré soi-disant la situation qu'on vous présente qui serait dure, nous fabrique tous les 2 mois des nouveaux généraux. Malgré cette situation, il nous fabrique tous les 2 mois des augmentations de salaire pour les militaires. Nous avons tous compris qu'il y a bel et bien de l'argent dans notre pays. Mais que cet argent soit réparti équitablement pour tous. Pour ceux de l'enseignement, pour ceux de la santé, pour ceux du pétrole dont je viens de recevoir un nouveau préavis de grève. Vous également dans le pétrole qui vous faites manipuler par certains membres de vos syndicats. Vous qui êtes en train dont on fait danser, dont des gens dont Arnaud Nganji sont en train d'attiser des ficelles ça et là. Prenez exemple sur ce qui se passe dans l'enseignement. Je vous le dis et vous le savez pour vous qui avez la quarantaine passée. La force qu'il y a eu dans les années 90, c'était la solidarité dans le milieu syndical. Lorsqu'un syndicat déclenchait quelque chose pour ses revendications, les autres suivaient parce qu'ils savaient, ils comprenaient que c'était le moment. Et Omar Bongo, à l'époque, était obligé de fléchir les genoux.
Alors vous qui êtes là, qui vivez les mêmes situations, vous qui êtes dans le pétrole, qui vivez les mêmes situations que ceux qui sont dans l'enseignement, et vous également dans la santé. Je me rappelle, j'ai une parente qui a été affectée quelque part dans le Gabon. Je ne donnerai pas les précisions. Elle est là, elle se reconnaîtra. On l'affecte sans lieu d'habitation, sans rien du tout, avec un salaire qui n'a pas du tout bougé. Elle est quand même partie, sur fonds propres, mais au bout de 2-3 mois, même avec tout l'amour du monde que vous avez, mais vous ne pouvez pas exercer votre profession, même avec l'amour que vous avez, si vous-même vous n'arrivez pas à vous loger, à vous nourrir. Elle a dû prendre la décision de revenir à Libreville. Mais ça n'a pas empêché ses supérieurs de la menacer. De la menacer de faire révoquer, de la révoquer pour abandon de poste. Mais pourtant, ces mêmes supérieurs, ces mêmes hommes politiques, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, il suffit de quelques jours pour que leur salaire passe. Vous avez entendu tout à l'heure les anciens dans le milieu syndical et notamment le témoignage de M. Marcel Libama, qui vous a dit que lorsqu'il a été nommé député de la transition, avant même la fin du mois, tout était réglé, ils avaient leur salaire. Alors pourquoi vous qui êtes à la base de toutes choses, vous devez toute une vie être en pré-salaire, aller en retraite avec une retraite qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce que certes, vous avez été reconnu fonctionnaire, mais non pas fonctionnaire avec le salaire et la gratification qui va avec. Donc lorsque vous arrivez en retraite, vous qui avez vécu toute votre vie avec le pré-salaire d'enseignant, vous arrivez à la retraite avec ce qu'ils ont aussi créé et qui est illégal, qui n'existe dans aucun texte, vous arrivez avec la pré-retraite. Et après, on va vous voir devant la CNSS, on va vous voir devant les différentes institutions de paiement de retraite, soit du privé ou du public. On va vous voir là demander votre retraite. Et c'est encore vos enfants qui, grâce au cerveau tordu, grâce au cerveau retourné dans l'armée, qu'on va envoyer pour vous taper. Est-ce que ce que je suis en train de relater est faux? Est-ce que nous ne le voyons pas? Donc vous comprenez que cette histoire de pré-salaire ne touche pas, ne concerne pas seulement les enseignants. Vous devez tous aujourd'hui être solidaires pour que l'argent qu'il y a dans ce pays serve aux 2 millions d'habitants que nous sommes. Oui, vas-y. Que cet argent du pétrole, on nous a dit qu'aujourd'hui nous avons désormais une grande compagnie nationale. Mais nous devons voir les fruits de l'achat et de la production de cette compagnie. On nous a parlé d'Assala, on a chanté monts et merveilles. Leurs journalistes nous ont fait de beaux discours, de beaux montages vidéo, de beaux plateaux télé. C'est maintenant qu'on devrait nous dire que grâce aux milliards engendrés par Assala, voilà, nous régularisons la situation de 27 000 enseignants avec effet de solde. Grâce aux 800 contrats que nous avons signés il y a plus d'1 an en France avec le patronat, les entreprises françaises, nous sommes en mesure de régler définitivement le problème des retraites de tous les retraités du Gabon et de donner, d'octroyer une prime de chômage de 300 000 ou de 600 000 à tout le peuple gabonais, ou du moins à tous ceux qui sont en âge de travailler, qui sont inscrits au niveau de l'ONE et qui recherchent activement de l'emploi. Voilà le changement. Mais on est venu, on nous a fait des effets d'annonce. On est venu nous dire, voilà, nous avons de nouvelles sociétés, nous avons ci, nous avons ça. Où est le changement pour le Gabonais lambda? Aucun changement. Où est le changement pour l'enseignant? Aucun changement. Où est le changement pour vos enfants dans leurs conditions d'apprentissage? Aucun changement. Vous êtes là au Gabon. Chacun de vous peut aller avec son téléphone dans toutes les écoles de quartier, filmer. Vous pouvez rendre ces images publiques. Mais plutôt que d'aller dans le sens du peuple, on vous envoie des gens vous menacer.
On vous intimide. On essaie de vous corrompre. On fait de beaux spots à la télé. J'ai vu Oligui là cette semaine. Allez, oh non, ils sont dans telle école, inauguration d'une école ou je ne sais pas, aux Zunga, etc. Mais c'est exactement ce qu'Ali Bongo nous faisait. Lorsque le peuple revendiquait, on nous sortait des inaugurations de tout, jusqu'à on allait même inaugurer les prix imports. Mais vraiment, peuple gabonais, comprenez une chose, c'est que si le pouvoir arrive à détruire ce mouvement-là, SOS, il tire les conséquences de ce type de mouvement. Et vous qui êtes derrière, qui à votre tour, lorsque la moutarde sera trop montée, lorsque vous allez essayer de faire pareil, très tôt, ils vont éteindre votre mouvement. Donc il est mieux de battre le fer pendant qu'il est chaud. Il est mieux, pendant que le gouvernement a un genou à terre, vous également de votre côté, dans la santé, dans le pétrole, de sortir pour dire à Oligui Nguema, à Arnaud Nganji et à toutes ces personnes, mais vous nous aviez dit il y a 2 ans qu'on ne devait plus nous faire exploiter. Votre ministre du pétrole, M. Sosten Nguema, est venu à reconnu qu'effectivement on se fait exploiter par ces entreprises qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas le code du travail, etc., etc. Nous avons été à votre fameux dialogue où des décisions ont été prises. Elles n'ont pas été respectées. Nous avons été à des assises avec vous. Vous-même, Oligui Nguema, vous êtes venu ici en Gamba, vous avez parlé, vous avez même imposé ci, imposé ça. Plus de 2 ans après, il n'y a toujours rien. Alors aujourd'hui, nous entrons en grève. Et tant que nos revendications ne sont pas arrivées, n'ont pas été satisfaites, nous ne reprenons plus le travail dans le secteur pétrolier. Tant que nos revendications ne sont pas prises, tant qu'il n'y a pas l'effet de solde le 25, nous ne reprenons pas le chemin de l'enseignement. Oligui a recruté suffisamment de militaires, ils vont aller enseigner au lycée Liomba, ils vont aller enseigner dans tout le pays. Oligui Nguema a recruté suffisamment de militaires, il va aller travailler dans le secteur du pétrole, il va aller dans les rings, il va aller. Oligui a recruté suffisamment de militaires. Ce sont eux aujourd'hui qui font la pluie et le beau temps. Ils ont l'hôpital militaire. Tous les Gabonais vont aller se faire soigner à l'hôpital militaire. Parce qu'il faut que tous les hôpitaux publics dans tout le pays puissent dire non. Nous ne pouvons pas concevoir qu'il y a suffisamment d'argent dans ce pays. Et cet argent doit toujours bénéficier aux mêmes qui étaient au pouvoir avec Omar Bongo, aux mêmes qui étaient au pouvoir avec Ali Bongo, aux mêmes qui sont aujourd'hui au pouvoir avec Oligui Nguema. Et aujourd'hui, ils ne font même plus semblant. 12 milliards de francs CFA qu'on donne à 2 épouses pour leur plaisir. 12 milliards de francs CFA qu'on donne pour des associations, pour des fondations dont depuis des dizaines d'années au Gabon, on ne voit pas leur importance. Nous avons vu la fondation Edith Lucie Bongo. Flop total. À quoi ça a servi? Rien. Oh, utilité publique, oh l'État. Dès que la personne disparaît, la fondation disparaît aussi vite qu'elle est venue. Nous avons vu les fondations Amissa Bongo, flop total. Nous avons vu la fondation Sylvia, même chose. Mais là, comble de l'ironie, nous n'avons pas une fondation, mais nous avons 2 fondations. Et des fondations qui reçoivent de l'argent public en violation des textes de loi. Mais il n'y a pas d'argent pour régulariser vos situations. Devons-nous continuer comme ça? Devons-nous continuer comme ça? Pendant que toute une vie, vous avez à peine 300 000 pour les plus chanceux, vous allez pitoyablement à la retraite. Si le stress, les problèmes ne vous tuent pas en pleine classe pour traumatiser les enfants, vous allez à la retraite, vous passez d'abord des mois sans argent parce qu'on vous dit il faut que le dossier passe par-ci, à la fonction publique, de la fonction publique à ci, à ça, rien que pour toucher d'abord même
votre fameux pré-retraite. Même pour toucher votre fameuse pré-retraite, vous devez d'abord passer 3 ou 4 mois sans salaire. Et après, vous vous retrouvez avec 100 et 1000 et des poussières de misère comme salaire. Mais ce sont les mêmes qui, après, parce que vous êtes obligé de louer des maisons en planches dans des nids de poules, dans des quartiers, ce sont les mêmes qui vous disent, qui viennent vous casser en vous disant, vous n'avez pas le droit de vivre là. Alors que pendant toute une vie, ils ne vous ont pas permis de mettre de l'argent de côté. Ils ne vous ont pas permis d'acheter, d'obtenir des terrains dignes de ce nom dans des zones constructibles. Parce que les zones constructibles au Gabon les appartiennent. Parce qu'aujourd'hui, acheter un terrain au Gabon, c'est avoir un minimum, il faudra avoir un minimum de 30 millions. Voilà les réalités du Gabon. Donc non seulement on vous appauvrit toute une vie, après vous avoir appauvri lorsque vous étiez actif, on vient encore détruire le peu que vous avez et on vient vous narguer. On vient vous narguer en vous disant, oui, vous n'avez pas le droit d'être là, force reste à la loi, force reste à ceci. Mais force reste à la loi, pourquoi vous n'appliquez pas les textes qui disent que lorsque quelqu'un est recruté à la fonction publique dans tel secteur, voilà ce que la loi dit. Pourquoi la force ne reste pas à la loi? Donc apparemment, force reste à la loi uniquement lorsque vous devez appauvrir le peuple. Force ne reste pas à la loi lorsqu'il faille respecter les textes du ministère de l'Intérieur concernant l'octroi de fonds publics auprès des associations. Non. Là, on peut décider d'enlever dans la bouche des Gabonais 12 milliards pour faire plaisir à des femmes sorties de nulle part. Mais lorsqu'on vient de façon publique relever tous ces faits, plutôt que, mais oui, mais ma grande sœur Alta, Ruchard Ndjami, pour les Gabonais qui ne savent pas Ruchard Ndjami, c'est l'un de ceux-là qui dirigeait le fameux commando de 2009. Si vous ne le savez pas. Et je vous dis personnellement, j'ai eu moi un accrochage avec Ruchard Ndjami. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je vais quand même faire une petite parenthèse. Je vous ai dit que lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers marchés dans les années 2010, tout ça, dans les entreprises de communication, j'ai mis de côté et j'ai acheté du coup 2 véhicules d'occasion, des Toyota Carina 3. Les 2 m'avaient fait, je crois, 4 millions, quelque chose comme ça. Je les avais eu à 2 millions, 2 millions, 2 millions 5, je sais plus. J'ai mis les 2 véhicules en taxi. Légalement, j'ai tout acheté, tout ce qu'il fallait, tous les papiers, ça ne souffrait d'aucune utilité. Donc, dans ma tête, c'était que, oui, j'ai mon entreprise, oui, j'ai mes marchés, mais lorsqu'on est auto-entrepreneur, il faut savoir que ce n'est pas tout le temps que vous avez des marchés. Vous pouvez faire 1 mois, 2 mois, vous avez des marchés, et vous pouvez faire les 6 mois qui viennent sans un seul marché. Donc, les sous que vous avez, vous devez être rationnel et savoir comment épargner. Et donc, dans mon épargne, dans le plan que j'avais, ces taxis devaient me servir pour avoir des entrées régulières. Et c'est à partir de ces entrées régulières que je pouvais racheter du matériel et attaquer des marchés beaucoup plus grands. C'est d'ailleurs comme ça qu'à Libreville, j'étais une référence en termes de matériel, en termes de beaucoup de choses, de drones. J'étais l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier, en matière d'images aériennes, de films d'entreprise et ce genre de choses. Et puis voilà, un jour, je ne sais plus si j'étais rentré ou si j'étais encore au bureau, il y a un de mes chauffeurs qui m'appelle. Pour vous dire, je n'ai eu que des employés gabonais. Et il m'appelle pour me dire, monsieur, il y a un policier qui a pris mes papiers, qui m'a tapé au niveau du carrefour Camp de Gaulle. Il m'a tapé parce il a pris tous les documents de la voiture, il est parti avec. Donc tout de suite, entre l'étonnement et la colère, je demande au chauffeur, est-ce que tu as vu où il est parti? Il me dit, oui, je l'ai suivi, j'ai pu le suivre, il se trouve derrière le Camp de Gaulle.
Le chauffeur est parti, il a suivi. Donc j'ai dit au chauffeur, ok, reste, continue de le suivre, je viens vers toi. Donc je démarre et je vais vers lui. Et quand je vais derrière le camp de Gaulle, il me dit non, il a démarré, il est maintenant au niveau, il est en train de partir vers Akanda. Donc ils avaient peut-être 1 minute d'avance. Donc j'accélère et finalement je vois la voiture que le chauffeur m'avait décrite. Une Mercedes, je crois que c'était peut-être une 500, hein, je sais pas, les grosses Mercedes, toute noire, vitre fumée. Donc je colle la voiture, je fais des pleins de phares, appels de phares, tout ça, je klaxonne. Il continue de rouler. Après un moment, il s'arrête quand même. Et il s'arrête juste en face du Ballon d'Or. Quand il s'arrête en face du Ballon d'Or, je suis descendu, j'avais ma caméra. Donc je suis descendu, j'avais une grosse caméra en main. J'ai allumé le projecteur, j'ai cogné à la vitre, il a ouvert. En fait, il était perdu, quoi. Il était assis avec tous ses galons, tout ça. Et puis, il avait son chauffeur militaire. Donc, je me rends compte que, bon, c'est pas un policier, c'est un militaire. Mais moi, vous savez, les galons et autres, je sais pas lire. Donc, il descend la vitre, un peu hébété, savoir qu'est-ce qui se passe. Il voit une voiture qui le colle, qui poursuit. Une voiture, un monsieur qui descend avec une caméra en main, une grosse caméra, projecteur allumé et tout, parce qu'il faisait nuit. Entre-temps, on était dans les 19 heures. Et donc, dès qu'il descend la vitre, je dis oui, poliment, hein. Oui, bonjour monsieur. Et donc, il me répond avec son aide de camp et tout. Bonjour. Je dis, je suis monsieur Bernard Christian Récoula. Je suis le propriétaire du taxi dont vous avez arraché les papiers et dont vous avez molesté le chauffeur. Je veux les papiers du véhicule. Donc, je l'ai dit d'un ton poli, mais ferme. Et là, monsieur Richard Ndjami me regarde, en fait, complètement hébété. Ça a mis un petit moment avant qu'il réponde, et il me dit, ça tombe bien, je vais au commissariat d'Akanda, suivez-moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le temps que je repars de ma voiture, tout ça, il démarre sa voiture, il s'en va. Il avait à peu près 400 mètres, etc. Donc, il arrive au commissariat, il rentre avec son véhicule, machin, tout ça. Et moi, le temps que j'arrive, donc, je garde l'autre côté, je descends, je m'apprête à descendre. Je vois tous les officiers du commissariat d'Akanda, là, tout ça, qui sortent, c'est au garde à vous devant lui, machin. Et puis, il y a un qui a, il est où le monsieur, là? Il est où? Donc, tout de suite, ils prennent mon chauffeur, tout ça, et ils le mettent déjà quasiment en cellule. Oh, toi, assieds-toi là. Et là, on va directement dans le bureau du commissaire, en tout cas du responsable, je ne sais pas si c'est le commissaire, hein, puisque c'est un commissariat, donc d'Akanda. Et mon chauffeur, je vous dis, non mais mon chauffeur a été déjà mis en situation d'accusé, sans même avoir été écouté ou quoi. Il avait été pris, entouré déjà par les policiers du commissariat, assis par terre dans le bureau du commissaire d'Akanda. Les clients, on avait pris le soin donc déjà de prendre les témoignages des clients, j'avais filmé, et de prendre leur nom, tout ça, parce que parmi certains d'entre eux, ils avaient reçu des coups de la part de l'aide de camp de Richard Ndjami. Donc quand j'arrive, tout de suite, ça demande, oui, ce que le colonel, ou je ne sais pas, parce qu'apparemment il était colonel, hein, ou je ne sais pas, oh, ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai, machin? Et là, il voulait tout simplement que mon chauffeur réponde, oui, c'est vrai, et puis on devait le mettre en cellule. Mais je vous dis que je vous parle, nous sommes tous là dans le bureau, Richard Ndjami est là, avec sa tenue, galon, machin, son chauffeur est là. Donc, à un moment, j'arrête, je dis au commissaire, mais monsieur le commissaire, il y a quelque chose, moi, qui me dérange. Non seulement nous venons, vous ne me posez pas la question de savoir ce qui s'est passé au chauffeur, et vous voulez le prendre comme ça, lui demander oui ou non, si ce que le fameux colonel a dit est vrai, et puis comme ça, vous le mettez en cellule? Est-ce que c'est ce que le droit dit? Mais je vous assure que lorsque j'ai commencé à parler de façon polie, mais d'un ton ferme, ils ont réfléchi à 2 fois avant de vouloir poursuivre ce qu'ils ont fait. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui on tape sur les enseignants, l'éducation.
Parce que lorsque je me suis exprimé auprès d'eux, ils ont senti qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un d'éduqué et qui connaissait ses droits. Donc tout de suite, ils ont stoppé ce qu'ils font. C'est pour vous dire d'abord là, avant de poursuivre, que les enseignants aujourd'hui que vous méprisez, s'ils ne vous donnent pas les clés des rouages de l'éducation, vous allez vous faire écraser toute votre vie. Parce que quand on parle de l'enseignement, ça commence au primaire et ça se poursuit à l'université. Donc si déjà ces enseignants, vous les méprisez, sachez que vous vous ferez écraser dans votre vie. Donc je poursuis. Lorsque le commissaire, tout ça, ça parle, alors tout de suite, il donne la parole finalement au chauffeur. Et voilà ce qui s'est passé. Le chauffeur, apparemment, vous voyez comment était le rond-point au camp de Gaulle, là. Le chauffeur, apparemment, devait faire ligne droite. Mais à la dernière minute, à cause de ses clients, il a emprunté le rond-point pour pouvoir rentrer au camp de Gaulle. Et Richard Njami, qui collait le véhicule, a failli lui rentrer dessus. Et il s'est énervé. Donc, il a bloqué, il a fait les appels de phare comme c'était le ralenti, hein, parce que vous savez, il y a les autres voitures qui venaient. Donc, il est descendu avec son chauffeur. Ils sont allés s'en prendre au taximan en disant, voilà, tu roules mal, blablabla, blablabla. Ils lui ont cogné dessus. Ils ont arraché les papiers. Un client qui a voulu s'interposer, lui aussi a pris des baffes. Voilà ce qui s'est passé. Et les clients étaient prêts à témoigner. Donc là encore, jusque-là, ils ont voulu faire solidarité entre corps armés, etc., etc. À ce moment-là, j'ai dit au commissaire, et il voulait que ça s'arrête là. À ce moment, j'ai pris la parole et j'ai dit ceci au commissaire, devant Richard Njami. Je lui ai dit, monsieur, je suis le propriétaire de ce véhicule. Si je suis là, ce n'est pas pour dire que mon chauffeur a raison ou que mon chauffeur a tort. Je suis là parce que j'ai constaté quand même des faits qui me dérangent. Si mon chauffeur, qui dispose de tous les papiers et qui est gabonais, a commis une infraction routière où il a causé un accident, je pense que la loi voudrait qu'on saisisse la brigade la brigade routière justement de la préfecture de police pour venir constater d'un accident pour qu'à fin, suivant l'enquête, les torts et dommages, les torts soient connus et que les assurances, puisque mon véhicule est assuré, si c'est mon chauffeur qui était devant pourtant, a commis un tort à celui qui est venu derrière, pour que les torts soient établis et que les assurances fassent ce qu'elles ont à faire. Donc voilà pourquoi moi, en tant que propriétaire de ce véhicule, je suis venu. Mais je suis venu parce que finalement, ce que mon chauffeur me dit, c'est qu'il y a eu une embrouille entre deux conducteurs, lui et ce monsieur, et qu'il serait descendu, frappé sur mon chauffeur et arraché les papiers du véhicule, en plus de porter également la main sur les clients. Alors, monsieur le commissaire, si mon chauffeur a eu tort, je veux voir le constat établi par la brigade routière, par la préfecture de police. Ensuite, je voudrais que vous puissiez me dire quelle est la procédure qui fasse en sorte qu'un usager de la route, même s'il est militaire, lorsqu'on est sur la voie publique, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de civil, il n'y a que des usagers qui sont tous soumis au code de la route. Alors je voudrais que vous me montriez où un haut gradé, parce qu'il est fâché, peut se lever, venir agresser un chauffeur et arracher les papiers de ce véhicule et de partir. Parce que ça, la loi qualifie ça de voie de fait, de coups et blessures, d'agression sur autrui, de vol de biens d'autrui. Voilà ce que j'ai dit au commissaire. Richard Njami, tu te rappelles? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Excusez-moi du bruit, hein, c'est la machine à laver qui est en train de tourner. Vous savez ce qui s'est passé par la suite?
Le commissaire et ses hommes étaient bouche bée. Ce dont je vous parle, c'était en quelle année? C'était en quelle année? Ça, c'était passé en quelle année? 2018? Non, pas 2018. Puisque les taxis en 2018, est-ce que je n'avais pas déjà vendu? Je crois que ça devait être en 2017. Je pense que ça devait être en 2017. Oui. C'était, non, ça devait être en 2015 ou 2015. Parce qu'un mois après, l'un de ces véhicules avait été cassé à cause des événements de la gare de Rio de 2015. C'était en 2015. Je vous dis que là, le commissaire et ses hommes étaient là. Mais vous savez ce qui s'est passé? L'aide de camp de Richard Djamil. Et c'est là où j'ai su que c'était des bérets rouges. Ce monsieur-là est sorti et il m'a menacé, insulté. Il me dit, toi, oui, ça c'est encore un mienné comme moi. Ce monsieur apparemment était du Haut-Togoué et avait du sang mienné, gallois de Lambaréné. Et ce monsieur, comment je le sais? C'est parce que lui-même l'a dit. Il m'a dit, mon petit, tu as de la chance. Ça, je reconnais, ça c'est le sang de chez moi, de chez mes parents, gallois de Lambaréné. Mais tu as de la chance. Parce que toi, là, on devrait t'amener au camp Issa pour te casser la gueule correctement. Voilà ce que l'aide de camp de Richard Djamil a dit. Mais quand il le dit là, c'est devant tout le monde. Hein. Il le dit devant le commissaire, devant les policiers, devant tout le monde. Et là, à ce moment, je dis, monsieur le commissaire, est-ce normal que ce monsieur prenne la parole et me menace comme ça devant vous qui représentez l'autorité? En fait, je vous assure que ce jour-là, ils m'ont vu. C'est-à-dire, je vais vous dire ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont dû se dire, si ce petit parle avec assurance, fermement et qu'il connaît la loi, c'est sûr que ses parents doivent être des costauds de la République. Je vous assure que c'est ce qu'ils ont dû se dire. Parce que je n'étais nullement impressionné. Vous savez quelle a été la suite? Richard Djamil s'est levé. Il a sorti sa carte et il me l'a donnée. Il a dit à monsieur le commissaire, il a sorti, je crois, 20 000 qu'il a donné au brigadier. Devant le commissaire, hein, tout ça, ça se passe dans le bureau du commissaire d'Akanda. Il a sorti sa carte, il m'a donné sa carte. Il a sorti 10 000 qu'il a donné au brigadier ou je ne sais trop quoi en leur disant, c'est bon, laissez-les, c'est mon petit frère. Voilà ce que Richard Djamil m'a dit. Et quand il me donne sa carte, il me dit, tiens mon petit, on a besoin de personnes comme toi dans l'armée. Quel âge tu as? Vous entendez ce que je vous dis? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Si Richard Djamil est là, il se rappelle très bien de cette anecdote. Pourquoi? Et vous qui connaissez peut-être Richard Djamil. Parce que dans les jours qui suivaient, vous savez ce qui s'est passé? Dans les jours qui suivaient, il était affecté. Je crois, si je me rappelle bien, à Koulamoutou, c'était une affectation disciplinaire. Je ne sais plus quel truc grave qu'il avait commis à Libreville, là. Et il avait été affecté, affectation disciplinaire à Koulamoutou. C'est plus tard, lorsque j'ai raconté cette anecdote à des amis originaires de Port-Gentil, qu'ils ont crié en me disant « Rekula, tu es fou. Est-ce que tu connais qui est ce monsieur ?» Mais moi, naturellement, je dis non, je ne connais pas. Et c'est comme ça qu'il m'explique que le commando qui est venu à Port-Gentil, les bérets rouges, tout ça avait à leur tête Richard Djamil. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent ce que ça veut dire. Donc, Richard Djamil que vous voyez là, ce sont des gens que le pouvoir utilise. Que le pouvoir a utilisé. Ce sont des personnes que même les généraux, dont les généraux n'avaient pas la main mise sur eux. Les gens comme Richard Djamil, même Oligui Nguema a peur de lui. Allez-y comprendre pourquoi. Je vous dis que Souali et Richard Djamil n'avaient d'ordre à recevoir d'aucun général. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Vous comprenez?
Donc, c'est pour revenir à ce que je disais. L'heure aujourd'hui est à la solidarité. L'heure aujourd'hui est à la solidarité. Vous avez eu aujourd'hui un mouvement fort. Un mouvement fort qui aujourd'hui est en train de mettre Oligui Nguema à genoux. Et vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Que si le 25 des 27 000 que vous êtes, dont énormément n'ont pas les situations régularisées, il n'y a pas sur vos bulletins de salaire effet de solde. Il n'y aura pas reprise des cours. Et vous l'avez dit que vos enfants, pas les enfants des ministres, hein, vos enfants sont les premiers qui sont touchés par cette grève. Mais vous vous battez pourtant pour ces enfants. Vous vous battez pour l'avenir de vos enfants. À vous qui êtes dans le secteur de la santé, n'êtes-vous pas aussi fatigué de vous faire insulter par nous, le peuple? Je ne parle pas des brebis galeuses qu'il y a parmi vous, parce qu'effectivement, les brebis galeuses, il y en a partout. Il y en a dans l'éducation. Il y en a même chez nous, les activistes. Vous les voyez tous les jours. Ceux qui ont décidé de faire leur vie par l'injure publique, par le Congo-Ça, par ceux qui reçoivent les voitures, les maisons grâce à ça. Les brebis galeuses, il y en a partout. Mais je m'adresse là à ceux qui sont dans le secteur de la santé et qui souffrent de ne pas pouvoir faire leur travail correctement, qui souffrent de ne pas pouvoir soigner une personne lorsqu'elle arrive aux urgences parce qu'il n'y a pas de matériel. C'est le moment. Vos collègues de l'éducation ont commencé à mettre à genoux ce gouvernement. C'est le moment pour vous d'entrer dans la danse. C'est le bon timing, non pas pour faire chuter un régime, parce que je vois certains qui disent « Oui, les activistes, vous politisez les choses ». C'est le langage que les envoyés du pouvoir donnent pour vous faire peur. Parce que quand on dit qu'on politise les choses, est-ce que nous vous demandons d'entrer dans un mouvement d'activisme? Est-ce qu'on vous demande d'entrer dans un parti politique? On vous demande tout simplement de prendre vos responsabilités pour que nos enfants, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, qu'ils soient traités dignement. Où est la politisation dans ces propos? Lorsqu'on vous soutient, qu'on vous demande de poursuivre votre grève, c'est pour que nos enfants n'aillent plus apprendre dans des écoles où ils sont à 4 à 5 sur les tables bancs. Où est la politisation de ça, de cet encouragement? Donc, si politique il y a, mais cette décision politique de Brice Clotaire Oligui Nguema de dire effet de solde pour tous les enseignants. Voilà là où il y a politisation. Parce que tout ce que vous faites là, tout ce que nous faisons, au final, qui a le dernier mot? Mais c'est bien les politiques. Donc ne vous laissez pas. Voilà. La famille, envoyez des objectifs, parce que là, je suis en train d'être signalé encore. Voilà. Vous voyez? La famille, tapotez, prenez le cœur qui est juste là, parce que vous savez, TikTok n'est pas comme Facebook. TikTok n'est pas comme Facebook dans les signalements. Donc ça commence là, parce que vous savez, ils n'aiment pas ça. Vous avez vu que tous les jours qui passent, comme ce pouvoir ne peut pas mettre la main sur nous, le seul moyen qu'ils ont de nous faire taire, c'est de venir faire fermer nos pages. Mais Dieu merci, TikTok n'étant pas comme Facebook, nous avons pu remonter des centaines d'ordinateurs depuis le Gabon, dont nous avons les immatriculations via les adresses MAC. Nous avons les adresses IP. Oui, nous avons pu bloquer Facebook. Je vous dis qu'ici, ces gens qui poussent ces jeunes Gabonais écervelés à commettre des crimes, oublient que Facebook, c'est les Occidentaux qui ont créé Facebook. Que là où nous sommes sur le territoire occidental, lorsqu'on est victime de cyberattaques et qu'on dépose une plainte, c'est pas comme plainte quand vous allez déposer au Como ou à Gros Bouquet. La plainte, elle est suivie. Donc tous ceux-là qui ont mis vos enfants, encore une fois, dans les problèmes, qu'ils retiennent une chose, c'est que malgré leur campagne de dénigrement, ça ne nous arrête pas. Vous-même, vous le voyez. Regardez, tout à l'heure, j'ai posté. Là encore, c'est une petite parenthèse.
Vous avez tous vu cette vidéo qu'on a vue d'un monsieur qui aurait, je parle au conditionnel, qui aurait subtilisé un sac au niveau du ministère des Transports parce qu'il allait récupérer son permis ou je ne sais trop quoi. Je pense que tous les Gabonais, vous avez vu cette photo. Allez-y voir aujourd'hui la page de Landry Amiens, des Baotété, tout ça. Vous savez ce qu'ils disent? C'est Thibaut Adjatis qui a été attrapé dans un bureau en France en train de voler. Allez-y voir leur page. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, si c'est pas ça, c'est on vient sortir, Rekula a eu 10 millions, Rekula a eu ici, Rekula. En fait, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Le pouvoir les envoie parce que nous sommes aujourd'hui des porteurs de voix dont ils n'ont pas la main mise. Vous comprenez? Ce sont les mêmes que vous entendez tout le temps dire, vous êtes des lâches parce que vous êtes à l'étranger. Mais ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Ils ne savent pas que tous les combattants de ce pays, après avoir été chassés au Gabon, après avoir été persécutés, ont poursuivi leur combat depuis l'étranger. Quelqu'un comme, quand vous voyez certains qui ont arrêté l'école au CE2 comme au TT, qui ne connaît rien, qui n'est pas cultivé, ne sait pas que la lutte dans le monde entier contre l'oppression, c'est toujours fait à un moment donné par un repli stratégique. Malheureusement, vous regardez, Landry Amiens pareil, il s'est arrêté en CM2, au TT CE2, mais ce sont eux aujourd'hui qui sont devenus des porteurs de voix. Ce sont eux aujourd'hui que vous voyez qui deviennent les grands soutiens de Camélia Toutoum. Ce sont eux maintenant qui viennent dire à ceux qui ont bac plus tel, à ceux qui ont des entreprises légales, à ceux qui vivent de façon décente et légale. Ce sont eux maintenant qui deviennent des références. Même sous Omar Bongo, nous n'avons pas vu un tel recul. Oui, mon frère, toi qui m'insultes mon cul, heureusement que tu n'en as pas. Heureusement que tu fais tes déjections par la bouche. Là encore, c'est l'enseignement, frère. C'est l'enseignement. Heureusement que toi et tes parents, vous n'avez pas cet organe. Moi, je suis fier d'avoir un cul, toi qui viens m'insulter mon cul. Toi qui penses que c'est une insulte. Non, c'est que tu es en train de dire tout simplement que Rekula, tu es normal. Que Rekula, oui, tu es un homme normalement constitué, qui après avoir mangé, va aux toilettes. Donc m'insulter mon cul, frère, ce n'est pas une insulte. Parce qu'avec l'intelligence que j'ai, tu ne fais que confirmer que je suis un humain normal. Mais que si au contraire, je n'avais pas cet organe, que si au contraire, j'étais malade comme certains, j'aurais disposé d'une sonde. Toi qui viens m'insulter mon cul, va faire un tour à l'hôpital général et tu vas voir qu'il y en a qui ont des problèmes et qui, pour faire leur déjection, sont obligés d'avoir une sonde. Donc vous voyez la famille, dans la vie. Lorsque quelqu'un pense vous insulter, lorsque quelqu'un pense vous toucher par des insultes, prenez cette insulte et faites-en une force. J'aurais pu faire comme d'autres, je le coupe, je le mute. Non, mon frère, je ne t'ai pas muté exprès parce qu'il fallait que tu l'écoutes. Tu as compris, frère? Voilà. Donc, la vérité. Mais je te dis, il faut être un non-éduqué pour comprendre qu'en fait, c'est lorsqu'on ne comprend rien de la vie qu'on se fait acheter. C'est lorsqu'on n'a pas d'amour pour le pays. Si je n'avais pas d'amour pour le pays, je me serais fait acheter lorsque je suis allé en 2024 au Gabon. Mais vous avez tous vu. Marcel Libama aujourd'hui, que les mêmes veulent salir, parce qu'il a eu, et je connais Marcel, et vous avez vu, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ou que vous ne pouvez pas comprendre lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un. Ils sont nombreux qui ont voulu, là, dans ce mouvement, salir Marcel Libama en disant « Oh, après, ils vont encore aller chez Oligui Nguema. » Vous savez, Marcel Libama est quelqu'un de très respectueux. Et vous qui êtes, quand je dis vous, je ne parle pas au peuple, je parle à ceux-là qui ont décidé de vendre leur pays pour une voiture ou pour des maisons acquis illégalement, injustement.
Vous ne comprenez pas que combattre pour une cause ne veut pas dire manquer systématiquement de respect à X ou à Y. Vous avez tapé sur Marcel Ibama parce qu'il est parti et en saluant Oligui, il s'est courbé. Oui, personnellement, j'estime qu'il ne devait peut-être pas montrer son respect à Oligui Nguema en le saluant comme ça. Mais hormis ça, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous reprochez à Marcel Ibama? Il était député de la transition, oui. Tous ceux qui étaient contre, qui allaient dans le sens contraire du pouvoir, n'avez-vous pas vu Marcel Ibama voter contre et s'afficher pendant la transition? Oui ou non? Avez-vous vu Marcel Ibama pour le référendum ou pour l'élection présidentielle ou pour ce genre de choses? La réponse est non. Avez-vous vu Marcel Ibama bénéficier des postes juteux comme certains lapins faméliques? La réponse est non. Voilà quelqu'un qui toute sa vie a lutté. Mais vous voyez, ce sont des illettrés. Ce sont des gens qui n'ont pas franchi malheureusement certains caps de l'éducation. Ce sont eux qui veulent salir des gens comme Marcel Ibama. Avez-vous vu Marcel Ibama dans des histoires d'argent, de machin, ou même de kunabélisme, comme vous avez pu voir d'autres qui étaient avec nous dans la société civile? Et aujourd'hui, vous voyez bien que son franc-parler et sa droiture, il le paye bien. Donc la famille, ne vous laissez plus distraire. À vous qui êtes du milieu syndicaliste, vraiment, j'étais content de voir comment vous avez accueilli et acclamé votre mouvement. Mais ces anciens-là, dont vous reconnaissez la probité morale, je n'ai entendu aucun huée sur Marcel Ibama ou sur M. Ezozo. Parce que vous reconnaissez en eux des sages dans ce mouvement, des gens intègres. Et il faut comprendre que lorsqu'un pouvoir dictatorial ne peut pas vous mettre en prison, il fera tout pour vous salir. Il fera tout pour vous salir, pour sortir des histoires sordides, pour que vous, qui n'avez pas forcément le courage de vous mettre au devant de la scène, vous qui vous cachez, qui poussez des gens comme Marcel Ibama, vous puissiez être déroutés en disant « Ah, j'ai entendu des histoires, j'ai entendu. » Voilà la réalité. Les vendus de cette affaire dans ce pays, vous les connaissez. Donc vraiment, je vous lance un appel à vous qui êtes dans les syndicats. Vous avez tout dit, hein, que ce sont vos enfants qui sont dans ces écoles publiques, mais que pour l'avenir de ces enfants, pour l'avenir de la nation, vous êtes obligés de poursuivre ce mouvement. Ce ne sont pas les enfants d'Oligui, ce ne sont pas les enfants du vice-président du gouvernement, comment il s'appelle, Imongo. Allez-y savoir où sont les enfants ou la famille d'Imongo. Vous allez les trouver entre la France et le Canada. Allez-y savoir où sont la famille, où sont les familles de tous ces ministres. Les Laurence Ndong, les Maïs Moussi, ils sont ici en France. Allez-y voir où sont leurs familles de tous ces gens. Pourquoi vous pensez qu'ils ne se soucient pas de ça? Vous pensez que Oligui Nguema, dont il nous a montré que ses enfants apprenaient à Gros Bouquet 2 ou bien à l'école conventionnée d'Ovendo, si ses enfants apprenaient à Batavia, vous pensez que Batavia, ou je ne sais pas, l'école publique de la Sorbonne, ou je ne sais pas, devait être dans cet état? Bonjour, ma sœur Duquesne. Vous pensez que ces écoles devraient être dans ces états? La réponse est non. Et vous savez aussi une chose, c'est que même si certains de leurs enfants sont dans les écoles publiques conventionnées, sachez que les écoles publiques conventionnées, hormis le lycée français de Libreville, je dis bien hormis le lycée français de Libreville, les écoles publiques conventionnées, bien que ayant un système hybride, s'il y a année blanche dans le public gabonais, il y aura année blanche pour Gros Bouquet 1, Gros Bouquet 2, l'école publique des charbonnages, l'école publique conventionnée donc des charbonnages, l'école publique conventionnée d'Ovendo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous qui êtes dans le secteur pétrolier, vous qui m'avez envoyé là votre préavis de grève,
Je pense qu'aujourd'hui, les enseignants vous montrent le chemin à suivre. Si vos dirigeants syndicaux sont des corrompus, jouent son de mèche avec l'UPEGA, prenez le mouvement à votre compte, parce que c'est vous la base. J'ai fait tout le secteur pétrolier, vous l'avez vu durant des années. Oh, les bas Périnco, oh, les bas Morel, les Prom, oh, les bas Suisse, tout ça, c'est vous à la base. Vous les HTC, vous là, qu'on balade d'année en année avec des contrats renouvelables à l'infini là. C'est vous qui faites travailler. C'est vous qui faites fonctionner le secteur pétrolier, le secteur de l'économie. C'est vous. Donc, si vos leaders syndicaux se font acheter, si vos leaders syndicaux jouent à la danse d'Arnaud Nganji, alors faites comme ceux de l'enseignement. Vous qui êtes également dans l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur aussi, êtes-vous fiers du spectacle que vous nous avez donné? Nous avons tous vu là, tous les Gabonais recalés au CAMES, tous fous. Mais c'est une honte pour le pays. Là, c'est pas une honte pour vous, hein, c'est une honte pour le pays. Parce que lorsqu'on a eu cette information, on a dit le Gabon. On n'a pas dit, oh, monsieur X, monsieur Y, l'enfant de. On a dit le Gabon. Vous nous avez fait honte. Mais pourquoi? Mais c'est à cause du niveau de l'enseignement. Ici où je suis, à Lyon où je suis. Non. Vous savez, les Blancs disent que lorsque vous voulez cacher la connaissance à un Noir, mettez-la dans un livre. Mais tellement ici, ils veulent partager la connaissance. Dans tous les quartiers, vous avez des endroits, à l'air libre, écoutez bien le niveau où certains sont, à l'air libre. Vous avez des boîtes où chacun vient mettre le livre qu'il veut. C'est ouvert. Donc, c'est-à-dire que moi, si je veux lire un livre, peu importe, un livre de science, de roman, je m'en vais là, à 3 mètres de chez moi, j'ouvre la boîte, je lis le livre, et après je donne. L'université gabonaise a des ouvrages qui datent des années 70. Mais c'est vous qui demandez l'excellence aux Gabonais. Mais en fait, vous vous moquez de qui? C'est de qui dont vous vous moquez là quand vous faites ça? J'ai encore vu là tous les Gabonais que les riches de ce pays, ils ont envoyé leurs enfants, leurs machins en Australie là, pour devenir les hauts cadres de la future compagnie qui va exploiter le fer de Livindo là. Mon Dieu, tous recalés. Tous ont été recalés en Australie parce qu'ils n'ont pas le niveau. Mais qui est là-bas? Vous pensez que c'est l'enfant du Makaya qui habite dans le Mapan, qui malgré toutes ces conditions arrive à avoir son bac, arrive à avoir des mentions? C'est l'enfant du ministre tel, c'est le neveu du ministre ceci, c'est l'enfant du directeur général de tel machin, c'est l'enfant du secrétaire général de ça. Vous avez vu un concours, je ne sais pas, un examen public qui demandait au peuple d'aller postuler pour qu'il soit retenu cadre et aller être formé en Australie. Mais un moment, peuple gabonais, c'est bien d'écouter le Congo ça. C'est bien de venir détester des personnes parce que vous avez entendu des fables mielleuses sur X ou sur Y. Mais est-ce que la vérité, là, vous ne la voyez pas? Est-ce que vous ne la vivez pas? Si j'arrête mon live, ou bien ils viennent, ils signalent mon live, est-ce que lorsque vous rentrez chez vous, vous avez l'eau, vous avez l'électricité? Est-ce que lorsque vous rentrez chez vous, le 25, vous aurez vu écrit effet de solde? Est-ce que lorsque vous rentrez chez vous, vous voyez les routes, on nous a dit 1900 km de route, mais partout dans le Gabon, on est incapable d'identifier même 2 km de route. Donc c'est bien de venir nous salir, de venir crier sur nous, cracher, de même venir inventer des maladies. Après avoir dit que nous sommes vendus, corrompus, maintenant c'est on est malade, on a le sida, on distribue le sida. Après avoir dit ça, comme on vous a donné, on vous a bourré le crâne de toutes ces saletés, est-ce que lorsque vous êtes chez vous, vous avez le courant? C'est de ça dont il s'agit. Est-ce que les enfants de tout votre gouvernement apprennent? Est-ce qu'il y a un enseignant parmi vous là qui font grève?
Est-ce qu'il y a un qui peut dire, moi j'enseigne l'enfant du ministre Ntuntum, Carmélien Ntuntum. Moi j'enseigne l'enfant du ministre tel. Moi j'enseigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un enseignant, qui peut sortir pour dire, moi j'enseigne ces enfants dans l'école publique? La réponse est non. La réponse est non. Donc à un moment donné, après les belles propagandes, après les beaux slogans, pendant 14 ans, on nous a donné le slogan Gabon émergent. Gabon vert, Gabon bleu, Gabon des services, Gabon. On nous a abreuvé de ça. Vous voulez qu'on reparte encore dans plusieurs années de ça, de slogans? De nouvelles maquettes? Là, on nous a présenté une maquette d'un hôpital. Oh non, vraiment. Un hôpital qui va s'appeler Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ça sera un hôpital qui sera spécialisé, s'il vous plaît, dans les AVC. Donc, eux-mêmes, ils ont conscience que le Gabonais vit tellement mal, mange tellement mal, qu'on a maintenant des AVC à n'en plus finir. Mais vous nous parlez d'hôpital spécial? Mais les hôpitaux qu'il y a déjà, commencez d'abord à vous occuper de ces hôpitaux. Pourquoi vouloir nous sortir une nouvelle frappe où vous allez justifier l'utilisation de 300, 400 milliards de construction d'un bâtiment, alors que nous avons déjà des bâtiments qui sont là? L'hôpital général, vous pouvez tout simplement, c'est tellement grand, dire bon, ici ça va être l'annexe des AVC, l'annexe des ceci. Vous avez déjà le centre de cancérologie, vous n'arrivez même pas à soigner ceux qui ont le cancer. Et vous venez nous embrouiller l'esprit avec une maquette, hôpital Oligui, qui va créer les AVC. Mais en fait, vous vous foutez de qui? Et vous, Gabonais, vous allez accepter ça pendant combien de temps? Mais effectivement, 2000 malades, écoutez bien, il y a au Gabon 2000 malades du cancer. Cancer de toutes sortes. Hein. Leur fameux centre de cancérologie ne prend en charge que 24. Est-ce que vous écoutez un peu? Je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Le centre de cancérologie d'Angondje, qui est le seul hôpital dans tout le Gabon, je dis bien dans tout le Gabon, je ne dis pas Libreville, hein, je dis dans tout le Gabon, c'est celui qui, soi-disant, traite... Ils sont en train de signaler le live, hein? Ils sont en train de signaler le live. Le centre de cancérologie du Gabon, d'Angondje, là, à Kanda, c'est le seul hôpital qui soigne, soi-disant, je dis bien soi-disant, le cancer au Gabon. Il y a 2000 malades du cancer au Gabon. Le centre là ne traite que 24. Il n'y a que 24 pour 24 personnes. Donc, je pensais que Oligui nous aurait dit que je vais faire passer la capacité de traitement, de lit de ce centre de 24, même à 1000. Vous savez, hein, il y en a qui disent souvent que c'est méchant, que je suis dur avec Oligui. Mais si Oligui Nguema fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il n'est pas enseigné, c'est parce qu'il n'est pas éduqué. Non, ne le prenez pas mal. Je vous assure que ce n'est pas une insulte. Quand vous prenez des gens qui sont en échec scolaire ou qui, arrivés à un moment, n'arrivent pas à poursuivre leur étude pour X ou Y raison, et qu'un parent leur dit « va passer le concours là-bas, va, tu vas aller au Maroc, parce que tonton Dieu Ngari de Ngouni a ceci à le bras long. Quand tu sors là-bas du Maroc, tu es propulsé aide de camp du président de la République. » Mais ne demandez pas à quelqu'un comme ça véritablement de vous fournir un plan réel de développement pour le pays, la famille. Vous ne pouvez pas. Ce genre de personne ne pourra que vous emmener la distraction. Il ne pourra que venir devant le monde entier vous dire que le développement du pays, c'est construire de beaux bâtiments avec des belles vitrées, où vous pourrez faire des selfies comme à Dubaï. Donc vous comprenez, ne le voyez pas comme une insulte. C'est juste que je parle de façon franche et sans gants. Mais c'est la réalité. Et vous entendez ces gens vous dire « Oh, le Gabon avance. Regardez
la baie des rois ou baie des machins. Non seulement projet d'Ali Bongo, cité à l'Ambra ou quoi. Oh, non, ça va bénéficier au Gabon. Ah bon? Vous posez la question à la personne, mais ça va bénéficier au Gabon, comment expliquez-nous? Vos cités à l'Ambra ou quoi? Ça va permettre qu'il y ait l'eau, le courant, qu'il y ait le travail, qu'il y ait des allocations chômage? La personne est là muette. Oh non, le gouvernement ne va plus louer. Ah bon? Donc, les ministères louent, hein? Mais dites-moi un peu, les ministères louent chez qui? Les ministères, là, ils louent chez qui? C'est pas chez les mêmes ministres. C'est pas chez les mêmes ministres. La Cour constitutionnelle louait chez qui? Je sais pas. C'est pas chez la même Marie-Madeleine Bouranceau, qui était juge et partie. La même Cour constitutionnelle qui était construite là, qui a bénéficié de milliards et de milliards. C'est Marie-Madeleine Bouranceau en personne qui supervisait, qui décaissait les sous, qui faisait décaisser les sous pour superviser cette construction. Voilà notre État, non? Mais là, ces bâtiments, là-bas, à la Sablière, où la Cour constitutionnelle est où? Était. C'est où aujourd'hui? Si vous ne savez pas, c'est le Conseil d'État. Ça a été vendu à combien de milliards? On en parle. Mais pourtant, vous voyez, on a orienté les regards vers, oh, Akrombessi, l'immeuble de la GOC, Akrombessi a vendu ça à plusieurs centaines de milliards et autres. Hein? Donc, venir nous dire que oh, le gouvernement va aller là-bas. Ah bon? Mais commencez par nous dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, le fameux gouvernement est en train de louer chez les mêmes ministres et autres. Vous êtes en fait des assassins. Et je vous le dis, quand le peuple va récupérer son pouvoir, vous allez tous rendre des comptes. Tous. Et si vous êtes partis, mais ce sont vos enfants, parce que vos enfants vont hériter de vos biens. Et nous allons demander à vos enfants, Monsieur Tel, dites-nous un peu, comment ça se fait que vous êtes propriétaire de cet immeuble qui coûte 100 milliards de francs CFA? Et vos enfants vont dire, non, en fait, j'ai hérité ça de votre mère, de ma maman, de mon papa. Ah d'accord, ok, c'est bien. Bon, vous pouvez nous fournir les documents qui ont permis à votre père ou votre mère de construire ces immeubles? Et c'est comme ça que nous allons tout récupérer. Ne vous en faites pas. Comme la villa, comme le château qui est en train d'être construit sur les berges du Como là-bas à Kango. Ne vous en faites pas, ça sera un hôtel d'État d'ici peu. Ça sera un hôtel d'État d'ici peu. Vous avez vu comment la Yunting s'est accaparé tous les hôtels qui appartenaient au Gabon, non? C'est de la même manière que nous allons récupérer tous leurs biens. Ce qui est bien avec ça, c'est que, comme disait ma mère, hein, tout ce que vous construisez là, quand vous partirez, même en fuite, quand l'avion, quand la France, parce que là on est habitué, hein, quand la France va envoyer son Transal ou son Atlas, son A300, son Airbus 400M là, hein, il n'y aura la place en général que pour Oligui, sa femme, bon, pas ses enfants parce que les enfants vivent en Europe. Donc vous tous là, vous n'aurez pas la place dans l'avion. Et tous vos biens reviendront au peuple. Oui. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Là, il y a 2 semaines, nous avons eu 2 nouveaux généraux. Nous avons eu un général de douane et un général des eaux et forêts. Le 25, là, ils auront leur argent. Hein. Ils ne seront pas dans vos bêtises de pré-salaire ou de quoi, ils auront leur argent. Non, pas la 380, Giovanni, c'est la 400M. C'est un avion que les Européens ont créé pour concurrencer le Hercule C-130. Donc, le 25, là, mon grand frère Modeste Odjangou, qui est maintenant le premier général gabonais de la douane, mon grand frère de Kélé, du village Kélé, qui habite juste en face du marché à Kélé, là, hein? À cette fin du mois, il aura son salaire de général de douane. Hein? Voilà. Il n'aura pas de pré-salaire ou de pré je ne sais trop quoi. Mais voilà les réalités. Donc la famille. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant ce volet-là. La solidarité des syndicats, l'avenir du Gabon se joue entre vous. Vous êtes des gens instruits, vous savez quel est le rôle des syndicats, comment les syndicats ont amené la démocratie à travers plusieurs pays dans le monde.
Vous connaissez le rôle de Lech Walesa avec son syndicat Solidar Nosc qui a fait plier l'URSS. Hein? Vous le savez. Son mouvement syndical commençait en 1981 dans l'industrie navale russe, soviétique. Malgré le goulag et autres, ils ont tenu ferme et ils ont fait plier les soviétiques. Vous connaissez l'histoire de Lula da Silva, même chose. Et vous avez vu comment il a modernisé le pays, parce que c'était un travailleur. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas l'armée d'Oligui, là. Et je vous dis une chose. Quand on parle de l'armée, ce n'est même pas l'armée gabonaise, hein, c'est la GR. Ce sont les généraux, les officiers de la GR, les Baraswaga, les Balakidra, etc. Ce sont ceux-là, sinon l'armée gabonaise, eux aussi sont dans la misère. Vous avez vu là, les pauvres recrues du génie militaire qu'on envoie travailler comme des esclaves dans les chantiers en Toum, à leurs propres frais. Vous avez vu notre frère qui jusqu'à aujourd'hui se trouve au B2 et que sa femme est muselée. Parce que tout simplement, il a osé se plaindre des conditions dans lesquelles sa sœur accidentée, sans salaire depuis 6 mois, nouvelle recrue sans salaire depuis 6 mois au génie militaire. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, ce monsieur se trouve en prison. Est-ce que vous le savez? Ils avaient au bout d'une semaine fait sortir ce monsieur, ils l'ont ramené à l'hôpital militaire. Eux-mêmes, ils ont filmé. Oh, il faut dire ci, il faut dire ça. Il l'a dit, dès qu'il a terminé, ils l'ont ramené en prison. C'est à la suite de ça que vous avez vu sa femme a craqué, demander pardon. Et après cette vidéo qui a ému tous les Gabonais, il est toujours en prison, hein, mais par contre sa femme et toute la famille sous haute surveillance. Mais jusqu'à quand nous allons continuer comme ça à regarder les problèmes des autres comme en fait des simples faits divers? Vous pensez que si dans la santé, tout s'était passé correctement, ce monsieur aurait fait sa vidéo? Vous pensez que si tout allait dans le secteur de la santé, ce monsieur se trouverait aujourd'hui en prison? Quand on vous dit que tout est lié, vous qui êtes dans le pétrole, vous travaillez durement, mais le fruit de votre travail ne bénéficie pas au peuple. Ça bénéficie aux patrons de Perenco, aux patrons de Total et aux hommes politiques gabonais qui ont des puits de pétrole. Vous le savez, non? Vous savez que c'est la raison principale qui m'a conduit, moi, en exil. Les puits de pétrole des Bongos gérés par les Perenco et autres. Mais c'est aujourd'hui parce qu'il y a eu un procès que beaucoup ont dit « Oh, donc Rekula, ce que tu disais était vrai ». Vous pensez que j'ai pu faire venir des équipes des chaînes de télévision qui ont pu faire passer des magazines, des documentaires sur les chaînes nationales françaises si ce que je disais était faux? Depuis que je parle, vous avez entendu une seule plainte en diffamation de ma part contre moi de Perenco ou des gens du pouvoir? Et vous avez vu que lorsque j'étais au Gabon et qu'ils ont fait tout ça là, je suis monté au créneau pour dénoncer. Pourtant, j'étais au Gabon pendant le dialogue, non? Hein? Après ce live, allez sur ma page Facebook. Je vous ai dit maintenant, ça va être, je vais commencer aussi un peu. Parce que j'ai dit non, j'ai refusé de m'aligner, j'ai refusé d'aller à la mangeoire, comme ceux qui marchaient avec moi. Vous avez vu qu'ils ont tout fait pour me salir. On a donné 10 millions à Rekula. On a donné une voiture à Rekula. Jusqu'à présent, je demande toujours la preuve. On a dit que non, Rekula a refusé, est redevenu activiste à cause de la nomination. Rekula va vous montrer. Je vous ai dit que Oligui avait des péchés, voulait que je fasse partie de la fameuse task force des audits du pétrole. Et je vous ai dit que j'ai commencé à avoir des séances de travail avec ces gens. Mais très tôt, j'ai découvert que la vérité, c'est qu'il n'y a eu aucune volonté d'assainir le milieu du pétrole pour que le peuple gabonais puisse bénéficier. Je vais vous faire des captures. Je vais vous montrer, enfin faire des captures, toutes les captures sont là. Je vais vous montrer certaines choses et vous allez comprendre. Vous comprenez? Oligui Nguema, je t'ai dit ceci, que jusqu'à présent j'ai de la retenue. Mais que plus tu vas envoyer tes petits rigolos là, plus cette retenue
va s'estomper. Et je vais donc commencer à exposer certaines choses prouvant ce que j'ai dit. Comme j'ai fait la dernière fois avec celui qui crache depuis le Canada. J'ai même entendu dire que j'ai eu, pour faire croire aux Gabonais que je suis corrompu, que Orekula a eu 10 millions au dialogue. Mais lorsque le Nguema a tenté de m'appâter et m'a envoyé à son dialogue qui n'était qu'une parodie, Rekula s'est caché de ça. Est-ce que je n'étais pas l'un des rares, des seuls qui vous faisaient un compte rendu journalier de mon travail? Est-ce que ce que je vous dis là aujourd'hui est différent de tout ce que je disais sur les plateaux télé? Est-ce que lorsque, comme tous les participants simples du dialogue, j'ai reçu la rémunération liée à ce dialogue, je l'ai caché? Est-ce que je ne vous ai pas montré la quittance du trésor? D'ailleurs, je le fais même tout de suite. Est-ce que je ne vous ai pas montré la quittance du trésor qui était d'1,7 million ou d'1,8 million? Est-ce que Rekula, je ne vous l'ai pas montré? Mais aujourd'hui, j'apprends que devant tout le monde, j'aurais reçu 10 millions. En fait, vous savez, je prends plaisir, je dis bien, je prends plaisir à mettre un tais-toi à la racaille. Je prends plaisir à mettre un tais-toi à la racaille. L'affaire va vraiment. Le truc là vraiment c'est la magie. Oh, dans la semaine encore j'avais ça là entre les mains. Oh, l'affaire là c'est vraiment la magie. Je vais retrouver, attendez, là, il y a déjà un document même. En fait, je vais prendre plaisir à humilier certains. Regardez, vous rappelez ce que je vous avais dit, non? Regardez, vous voyez les dates? Voilà, regardez. C'est bien mon nom, non? Combien de jours vous voyez là? Vous voyez le montant? Voilà, vous voyez, non? Voilà. Je dis, je vais vous ressortir tous les documents comme ça, un à un. Je vais ressortir tous les documents comme ça. Je suis en train de les retrouver là, tous un à un là. Sur TikTok, regardez. Oh non, Rekula ceci, Rekula cela. Rekula parle avec des preuves. Maintenant, si vous avez des contre-preuves, regardez. Voilà où je vous dis que j'étais logé. Vous voyez? C'est là, ce sont les studios Plaza. Voilà mon numéro, le numéro que j'avais, c'est mon numéro gabonais que j'ai toujours depuis. Regardez les dates. Où est les dates? Regardez. Où est là, non? Payé. Regardez vous-même.
Là, c'est la TVA. Regardez vous-même. Là. Voilà. Ça, ce n'était que le début. Hein. Vous voyez? Bon. Pour vous dire, tous les documents sont là. C'est là. Là, j'ai toutes les histoires du dialogue, là. C'est là, c'est parmi les... Regardez, je vais même vous sortir, vous montrer un document. Hein, qu'est-ce que tu veux? Mais prends, ça doit être à la chaîne. Non, non. Non, ouais, ça doit être là-dedans. Dans les poches, je pense pas. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est même la plainte. La plainte, vous vous rappelez, le fameux garagiste là, qui m'a arnaqué des véhicules, tout ça. Hein? Quoi ça? Non, c'est l'autre. L'autre qui est comme ça. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein? Mais où est la quittance là? C'est un compliqué. Les traditionalistes. J'étais avec les traditionalistes. Voilà le manifeste que les véritables traditionalistes ont fait. C'est pas les conneries de comment ils s'appellent là. Tu me la donnes pourquoi? Oui, c'est bon. Hein? C'est pas les conneries là, des histoires de dondon. Voilà. Je vous ai dit que j'ai tout. Moi, j'aime parler avec les preuves. Hein? Mais où est la quittance là? Attendez, je retrouve ça. C'est où ça? Qu'est-ce que c'est? Vérification. Ça, je vais retrouver, hein? Je vais vous envoyer ça. C'est juste que les documents sont là, mélangés, complètement mélangés. Pourtant, cette semaine, j'ai retrouvé un peu, c'est là dans le désordre, comme j'ai fait un grand rangement. Bref, laissez les gens me critiquer, enfin même pas me critiquer. Laissez la bande de racailles là qui fait des lives tous les jours pour essayer de me salir. Que oh, j'ai eu 10 millions, oh ceci, laissez-les. Je vous dis qu'ils auront tous honte un à un. Mais le moment venu, ils vont quand même nous rendre compte. Parce que vous savez, ce qui se passe, c'est grave. Et là, ça me permet de faire une transition. Ça me permet de faire une transition sur Facebook. Je coupe et je relance. Hein.